Choc! Le grand match de Kiev. Zelensky prépare Poutine aux négociations d'automne. Un plan mondial. Quel est le lien entre les lettres de Vladimir Zelensky, la visite secrète de Roman Abramovich, le blocus total de la Crimée et le début de la vaste campagne militaro-diplomatique ukrainienne? Un piège à missiles drones en Crimée pour les occupants. Comment Plovtsov est isolé de la Russie? La panique règne dans les rangs de l'armée russe. Pourquoi les généraux du Kremlin mentent-ils à leur chef et comment les forces armées ukrainiennes préparent-elles un enfer logistique pour les occupants dans le sud? Nous analysons dès maintenant tous les détails du futur piège automnal pour Poutine. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne Ukraine aujourd'hui. Je m'appelle Andriy Silakov, discutons des dernières actualités brûlantes. Les frappes de drones longues portées sur la Russie, les lettres ouvertes de Volodymyr Zelensky, les visites inattendues de dirigeants européens et les négociations en coulisses. Tout cela fait partie d'un plan ukrainien unique. C'est ce qu'affirme Ukrainska Pravda. Comme l'écrit la publication, l'objectif principal de cette double offensive est parfaitement clair. Priver le Kremlin de toute marge de manœuvre et d'ici l'automne, forcer Vladimir Poutine à entamer de véritables négociations, où les conditions seront dictées non pas par Moscou, mais par l'Ukraine et ses alliés. On ne voit pas que Poutine veuille entamer rapidement des négociations, mais il existe de nombreux signaux indirects et allusions de la part de tous les centres de pouvoir mondiaux indiquant qu'à l'automne, la situation pourrait évoluer de telle sorte qu'il n'aura tout simplement pas d'autre choix. Notre tâche maintenant est de faire en sorte que Poutine n'ait absolument aucune possibilité de choisir une autre voie, explique un interlocuteur d'Ukrainska Pravda issu de l'équipe du président. L'élément central de ce jeu politique a été la visite secrète à Kiev de l'oligarque russe Roman Abramovich. Poutine a tenté maladroitement de faire fuiter ce fait dans la presse afin de détruire ce canal de communication non public, mais Zelensky a repris l'initiative et a clarifié la situation publiquement. Il est important de noter que ce voyage n'aurait pas pu avoir lieu sans autorisation. Abramovich ne peut pas se rendre à Kiev sans en informer Poutine. À mon avis, c'est évident. Et il est assez clair que cela n'aurait pas eu lieu sans en avoir discuté avec lui. Par conséquent, je pense que ce voyage nous révèle quelque chose d'assez important. Cela nous indique que Poutine, comprenant qu'il est dans une impasse sur la voie américaine de ses négociations avec l'Ukraine et de sa tentative de la forcer à capituler, a essayé d'une manière ou d'une autre d'atteindre cet objectif par un autre moyen. Il a tenté d'y parvenir par l'intermédiaire d'Abramovich. Abramovich a reçu de lui certaines instructions, est venu avec elles à Kiev et a reçu la réponse « Non, nous ne céderons pas le Donbass ». De plus, un avertissement caché mais très important a été transmis au Kremlin par l'intermédiaire d'Abramovich. Zelensky a fait comprendre à Poutine que les généraux russes trompent tout simplement le dictateur en déformant la véritable situation sur le front. Selon les analystes, ni d'ici la fin de l'été, ni à l'automne, l'armée russe ne sera en mesure de s'emparer complètement du Donbass. Et lorsque, à l'automne, le chef retranché prendra pleinement conscience de l'échec de ses commandants, il devra se rappeler que l'Ukraine l'en avait averti. C'est précisément à ce moment-là qu'il sera temps de s'arrêter et d'accepter les nouvelles réalités. De plus, Fishman a évoqué une autre version de la raison de la venue de l'homme d'affaires russe à Kiev. Voilà, en fait, ce qui s'est passé est le rôle d'Abramovich. Cela nous indique que Poutine veut tout de même, apparemment, mettre fin à la guerre. Autrement dit, il aimerait y mettre fin. Il aimerait que cela se termine à ces conditions, mais il ne sait pas comment y parvenir et cherche des options pour cela. C'est probablement ainsi qu'il faut comprendre cette histoire avec Abramovich, dont nous avons entendu parler. Parallèlement à cela, Zelensky a mené une intense préparation diplomatique en Europe. Comme l'affirment les experts, les rencontres à Londres, Paris et Berlin poursuivaient un objectif clair. Former une coalition qui s'assiera à la future table des négociations, non pas comme un juge neutre, mais comme un allié puissant de Kiev. L'Ukraine fait clairement comprendre aussi bien aux Européens qu'aux Américains que le temps des négociateurs-facteurs qui se contentèrent de transmettre des messages d'un camp à l'autre est révolu. L'Occident doit établir un cadre de discussion strict et faire pression sur Moscou avec nous. Finalement, lors de la réunion au format Euro-Troïka, puis avec les pays du groupe nordique-balte des 8, Zelensky a dit clairement à ses collègues qu'il était temps de s'impliquer plus activement dans le processus et d'exercer ensemble une pression sur Poutine sur toutes les plateformes internationales, y compris dans le format du G7, dont Zelensky a, pour une raison quelconque, parlé avec les négociateurs de Trump sur la Russie, Kushner et Witkoff. La logique de l'Ukraine est assez simple. Avoir les Américains uniquement comme médiateurs n'est pas très avantageux pour l'Ukraine.
notamment parce que l'équipe de Zelensky est elle-même capable de dialoguer avec les Russes. Et tandis que les diplomates préparent le terrain sur le plan politique, les militaires ukrainiens privent les Russes de leur principal atout dans le sud. Les forces des systèmes de drones, sous le commandement de Robert Brovdi, connu sous le nom de Magyar, ont lancé une opération d'envergure visant à étouffer la logistique en Crimée occupée. Nous allons isoler la Crimée dans un avenir proche. Nous allons créer des conditions qui rendront extrêmement difficile pour tout militaire ou travailleur de l'industrie de la défense de rester en Crimée, sur les territoires temporairement occupés, ou d'utiliser les voies d'accès vers ceux-ci. Les résultats de ce blocus par drone sont déjà catastrophiques pour l'ennemi. Le trafic sur la route terrestre clé pour les occupants, appelée Novorossia, s'est effondré de 71%. Et les frappes elles-mêmes contre les colonnes de véhicules, selon Magyar, ressemblent à une simple chasse au perdrix. Dans un mois, les forces armées ukrainiennes prévoient de placer cette artère de transport sous un contrôle total par le feu. La crise du carburant sur la péninsule et la logistique paralysée doivent devenir l'argument militaire principal de l'Ukraine, prouvant au Kremlin que le groupement sud de la Fédération de Russie est condamné. La publication, citant des analystes militaires, rapporte également que la campagne de frappe à moyenne portée sur les territoires occupés a considérablement affecté la logistique russe et ralenti les livraisons aux occupants. Il est à noter que cela a également presque stoppé le rythme des actions offensives des occupants le mois dernier. De plus, les frappes ont affaibli le système de défense anti-aérienne russe, ce qui a créé des conditions favorables à la conduite d'attaques ukrainiennes à plus grande distance. Tous ces événements, la pression diplomatique, les messages secrets et l'isolement militaire de la Crimée doivent converger en un seul point en octobre-novembre. Selon les experts, c'est précisément à l'automne, avant les élections aux États-Unis, qu'une fenêtre d'opportunité historique s'ouvrira. Le plan de Kiev n'est pas de supplier pour la paix aujourd'hui, mais d'utiliser l'été pour renforcer au maximum ses positions. Lorsque le piège se refermera, Poutine, épuisé par les pertes et acculé, sera contraint de négocier avec une Ukraine forte, soutenue par une Europe unie et déterminée. Le front sud est devenu pour l'occupant une zone de piège logistique totale. Les fameux corridors terrestres vers la Crimée sont entièrement sous le feu et totalement contrôlés par des drones. La mer d'Azov est devenue un véritable piège mortel pour les navires ennemis. Comment les frappes systématiques des forces armées ukrainiennes ont fait s'effondrer la logistique russe sur tous les fronts? Découvrez-le dans notre reportage. Primorsk est en feu, les gars. Ça tape à Primorsk. Les forces armées ukrainiennes percent jusqu'à la mer d'Azov. La logistique de l'ennemi dans la région de Priazovié crie déjà à l'aide, mais la puissance des systèmes de drones n'offre aux occupants qu'un déluge de feu. Dans le sud, on sent déjà l'approche d'une nouvelle opération d'envergure. La géographie des frappes a couvert près de 20 régions de Russie, ainsi que les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov. Les ponts, la défense anti-aérienne, les dépôts de pétrole, les sous-stations, les usines, les entrepôts de drones et les lieux de rassemblement des troupes d'occupation sont méthodiquement détruits. Alors, quoi de neuf là-bas? Tout se déroule toujours selon le plan. Et ce n'est pas tout. Les drones ukrainiens ont mené une véritable inspection de la navigation occupante et ont simultanément attaqué 5 cargos qui travaillaient pour les besoins de l'armée russe. Les frappes ont atteint des cibles près de Berdiansk, Mariupol et même dans la région de Yalta, dans l'oblast de Donetsk. Pour le Kremlin, c'est bien plus douloureux qu'il n'y paraît à première vue. C'est précisément par les ports de la mer d'Azov que les occupants transféraient depuis des années des munitions, du carburant, du matériel et d'autres cargaisons, sans lesquelles la guerre commence rapidement à s'enliser. Désormais, chaque traversée ressemble de plus en plus à une loterie maritime, où, au lieu d'arriver au port, on risque de croiser un drone ukrainien. La situation prend une dimension particulièrement symbolique du fait que ces mêmes ports étaient utilisés non seulement pour la logistique militaire, mais aussi pour l'exportation des ressources ukrainiennes pillées, notamment le grain. Il semble que pour une partie de la flotte russe, la saison des exportations se transforme progressivement en saison des gros problèmes et que la mer d'Azov ressemble de moins en moins à un arrière sûr et de plus en plus à une zone à haut risque. Pendant ce temps, le blocus des transports en Crimée prend de l'ampleur. Les occupants ont dû fermer un autre passage important sur la péninsule, le pont de Genitchesk vers la flèche d'Arabat. Et c'est déjà la deuxième artère clé qui sort du jeu ces derniers jours. Pour la logistique russe, la situation ressemble de plus en plus à un mauvais rêve, où les routes se font plus rares et les problèmes plus nombreux. Le directeur du centre d'études de l'occupation, Piotr Andriushchenko, rapporte que la frappe a probablement touché l'un des ponts dans la région de Genitchesk et de la flèche d'Arabat.
Combiné au problème dans la direction de Tchongar, cela crée une situation extrêmement désagréable pour les troupes russes. Ce qui était encore récemment considéré comme un arrière fiable se transforme progressivement en un goulot d'étranglement, à travers lequel il devient de plus en plus difficile de faire passer les troupes, le matériel et les munitions. Cela paraît particulièrement douloureux sur fond de crise du carburant. Après une série de frappes ukrainiennes sur les dépôts de pétrole et les infrastructures logistiques, les occupants sont déjà confrontés à des interruptions dans l'approvisionnement en carburant. Désormais, chaque nouvelle route coupée ne fait qu'accentuer les faits. On a l'impression que la logistique russe commence à fonctionner selon le principe. Plus la route vers la Crimée est longue, plus les réserves dans les réservoirs sont courtes. Et le plus désagréable pour le Kremlin, c'est que les problèmes s'accumulent simultanément de différents côtés. Les drones ukrainiens traquent de plus en plus efficacement les camions-citernes et les camions en plein cœur de l'arrière, tandis que les routes terrestres vers la péninsule sont constamment sous contrôle. Si autrefois la Crimée était qualifiée de porte-avions insubmersible de la Russie, aujourd'hui elle ressemble de plus en plus à une île que l'on coupe lentement mais sûrement de son approvisionnement. Des troubles secouent également la région de Donetsk. Les Russes recensent les recommandations de voyage pour l'autoroute Mariupol-Donetsk. On dit que la vitesse ne doit pas être inférieure à 160 km/h et qu'il faut surveiller attentivement le ciel pour voir si une surprise se profile. Vigilance maximale. Regardez le ciel. Vous n'avez pas besoin d'allumer de la musique, de fumer des cigarettes ou de boire du café. La tâche, surveiller le ciel afin de s'assurer qu'il n'y a rien au-dessus de votre tête. L'ennemi ne trouve pas de répit, même là où il comptait sur un arrière paisible. Il semble que les occupants à Mariupol et dans la région de Priazovie soient coincés dans une série sans fin intitulée « Arrivée, éclair, blackout ». Ce qui, pour la propagande russe, devait devenir une vitrine de la reconstruction, ressemble de plus en plus à un territoire où la lumière disparaît plus souvent que n'apparaissent de bonnes nouvelles pour l'administration d'occupation. Le plus intéressant, c'est que la frappe sur la sous-station n'a rien à voir avec les ampoules dans les appartements. Pour l'armée russe, c'est un coup porté au cœur même de la logistique. Des routes d'approvisionnement clés du front sud passent par Mariupol. Le chemin de fer sur lequel les occupants ont misé énormément après les problèmes avec le pont de Crimée sans électricité se transforme rapidement en ferraille coûteuse. Pas de courant, pas de circulation normale des trains, ce qui signifie qu'il y a des problèmes pour livrer le carburant, le matériel et les munitions. En conséquence, les Russes sont obligés de transporter les cargaisons par convoi routier. Et c'est là que commence le plus désagréable. Les routes se retrouvent encombrées de camions et de citernes, qui deviennent des cibles idéales pour les drones ukrainiens. Cela donne une image assez ironique. En essayant de sauver la logistique, les occupants la transforment eux-mêmes en une longue file de cibles potentielles. Et avec la disparition de l'électricité, leur principal mythe du Kremlin sur un arrière sécurisé s'effondre. Mariupol, que la propagande russe a tenté pendant des années de présenter comme un symbole de stabilité sous l'occupation, ressemble de plus en plus à une ville placée sous un contrôle de feu permanent. Et plus souvent les sous-stations s'éteignent là-bas, plus il devient difficile d'expliquer aux habitants pourquoi cet arrière supposé paisible vit selon les lois d'une zone proche du front. L'image pour le Kremlin paraît de moins en moins maîtrisée. La côte d'Azov, les routes terrestres vers la Crimée, la logistique du carburant et les nœuds arrière, tout cela se transforme progressivement en un système où chaque nouvelle artère d'approvisionnement ne fonctionne que jusqu'à la première défaillance. La propagande russe essaie encore de vendre l'idée de stabilité, mais la réalité apporte à chaque fois ses propres corrections. Les cargaisons avancent plus lentement, les itinéraires s'allongent et les risques se rapprochent. Et dans cette nouvelle géographie de la guerre, la question principale n'est plus de savoir où aura lieu la prochaine frappe, mais combien de routes cette structure logistique pourra encore supporter avant de commencer à s'effondrer sur toute sa longueur. Et tandis que certains de nos drones coupent la logistique de l'ennemi au sud, d'autres protègent le ciel ukrainien 24 heures sur 24. Aujourd'hui, les drones font tout. Ils frappent les arrières profonds, détruisent les positions sur la ligne de front et interceptent en plein vol les drones d'attaque russes. Découvrez dans ce reportage comment les virtuoses opérateurs de drones intercepteurs détruisent des cibles ennemies sur les axes les plus chauds. L'opérateur d'un drone intercepteur de la 81e brigade aéromobile indépendante du 7e corps des troupes d'assaut aéroportées fait décoller le Sting. Sa mission est de traquer dans le ciel un drone d'attaque russe et de le détruire. Il rattrape les Shahed à une vitesse de 270 km à l'heure. Il rattrape les Shahed à une vitesse de 270 km à l'heure.
Autrement dit, si la vitesse de croisière du Shahed est de 170 km/h, celui-ci peut le dépasser 2 fois plus vite. Voilà toutes les différences. 500 grammes de plastique font leur effet même à 1,5 m de la cible. Les drones intercepteurs ne sont pas conçus pour revenir à leur point de départ. Souvent, ils jouent le rôle de kamikazes, explosant en même temps que le drone ennemi. Mais les opérateurs ukrainiens ont appris à faire ce qui semblait impossible, ramener le drone en arrière si, pour une raison quelconque, il n'a pas atteint sa cible. Asseyez-vous sur le quai. Vous pouvez atterrir sur la plateforme, mais vous devez maîtriser le microcontrôleur pour vous en approcher, atterrir et ne pas endommager les hélices, qui sont assez coûteuses. L'équipage du drone intercepteur ne se compose que de 2 personnes, un pilote et un navigateur. Ce nash raboche. Miss. Ici à propos de... Voici notre lieu de travail. Ici travaillent le pilote et son navigateur. C'est précisément la place du pilote. Ici, il y a des lunettes avec vidéo analogique, une télécommande et un écran sur lequel notre vidéo analogique est diffusée afin que le navigateur puisse aussi tout voir et guider le pilote grâce aux repères. Les drones intercepteurs ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. Ils sont très efficaces et coûtent des dizaines de fois moins cher que les missiles de défense anti-aérienne. Nous pouvons saturer notre défense anti-aérienne avec eux. Nous n'avons pas à craindre qu'ils viennent à manquer, comme les missiles de défense anti-aérienne. Nous en avons suffisamment et c'est une bonne chose. Ils sont bon marché et produisent en masse. En plus, ils sont rapides, maniables et peuvent voir la cible en s'en approchant. Tout cela permet de contrôler le territoire au-dessus duquel le drone d'attaque ennemi est abattu et ne lui laisse aucune chance de traverser le secteur contrôlé. Si nous voyons que le Shahed passe en transit à travers, nous essayons de ne pas l'abattre au-dessus d'un village. Nous attendons qu'il le survole, puis nous l'abattons. Parce que même si tu l'attaques parfaitement et que tu te places bien derrière lui, il peut quand même tomber ou la charge de combat du drone peut se détacher. C'est pourquoi nous essayons toujours de les abattre au-dessus de champs, de rivières ou de lacs, afin de minimiser le risque que le Shahed tombe sur des infrastructures civiles. En plus du Sting, les pilotes de la 81e brigade utilisent des drones Pivan-San. Leur conception se distingue par l'absence d'ailes supplémentaires, ce qui fait que l'approche de la cible se fait différemment. Eh bien déjà, alors on le rattrape en mode missile. Alors on arrive à le rattraper en mode missile. Nous prenons de l'altitude au-dessus du Shahed et nous approchons de la cible de manière à frapper par le dessus. Encore une fois, je précise, nous ne visons jamais son hélice. C'est pour éviter qu'il ne soit pulvérisé. Les militaires perfectionnent sans cesse leurs compétences de pilotage. L'équipage de Luigi compte déjà plus d'une centaine de cibles détruites. Nous avons une petite astuce. Nous avons un petit truc à nous. Nous enregistrons toutes nos interceptions sur des tableaux comme celui-ci, dans ce style. C'est déjà notre 3e position. Les 2 premiers tableaux sont restés à l'ancien endroit. Au total, nous avons déjà détruit 135 cibles. Il s'agit principalement de Shaheds, Gerans, Molnias, Lancet, Zalas. Selon le ministère de la Défense de l'Ukraine, en mai, les forces de défense anti-aérienne du pays ont abattu près de 7500 drones russes sur plus de 8000 lancés par les Russes. L'efficacité des drones intercepteurs atteint 92%. Dmitry Glouchko, de la région de Donetsk, pour la chaîne Freedom. Pendant ce temps, l'Union européenne prépare de nouvelles décisions historiques. Un sommet d'envergure à Bruxelles pour renforcer le soutien à Kiev. On s'attend à ce que Volodymyr Zelensky s'adresse aux partenaires européens et la principale victoire devrait être l'ouverture tant attendue du premier cluster pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Quels autres pas puissants l'Europe prépare-t-elle pour notre intégration et notre victoire? Vous le découvrirez tout de suite. L'Ukraine a reçu la 7e tranche d'aide financière dans le cadre du mécanisme Ukrainian Facility, d'un montant de 2,8 milliards d'euros en soutien au budget de l'État. De son côté, le gouvernement ukrainien a approuvé les modifications élaborées conjointement avec la Commission européenne, les organes centraux du pouvoir exécutif et les députés nationaux. L'octroi de la tranche et la mise à jour du plan de l'Ukraine dans le cadre de l'Ukrainian Facility signifient la réussite d'une étape importante des réformes et la création de conditions pour attirer un soutien supplémentaire de 8,350 milliards d'euros dans le cadre de l'initiative Ukrainian Support Loan, a déclaré la chef du gouvernement ukrainien.
Nous mettons à jour 35 étapes du plan et en ajoutons 26 nouvelles. Parmi les principaux axes figurent l'état de droit, l'énergie, la gouvernance d'entreprise et d'autres domaines clés. Les nouveaux indicateurs, et ceux mis à jour, sont synchronisés avec les engagements d'intégration européenne de l'Ukraine, les repères du processus de négociation pour l'adhésion à l'UE et l'adaptation de la législation ukrainienne aux droits de l'Union européenne. La mise en œuvre du plan actualisé de l'Ukraine permettra d'attirer un soutien financier pour la stabilité macroéconomique et la reconstruction du pays. Yulia Sviridenko, première ministre d'Ukraine, Facebook. L'ouverture officielle du premier cluster de négociation Fondement pour l'Ukraine et la Moldavie est prévue pour le 15 juin 2026, a annoncé la commissaire européenne à l'élargissement Marta Kos. Ce jour-là, 2 conférences intergouvernementales distinctes se tiendront à Luxembourg, lançant officiellement cette étape clé de l'intégration européenne. Mais auparavant, à Kiev, des représentants des institutions européennes ont discuté de la proximité de l'Ukraine avec l'adhésion à l'Union européenne. Le 11 juin, la deuxième phase du programme 3Z est pour vous a débuté à Kiev. Il s'agit d'un vaste projet international mis en œuvre par la Société allemande de coopération internationale sur mandat du gouvernement allemand et de l'Union européenne. L'objectif du programme est d'aider l'Ukraine à aligner sa législation nationale sur les normes de l'Union européenne. L'attention principale est portée sur 2 groupes de négociation, système judiciaire et droits fondamentaux, et justice, liberté et sécurité. L'Allemagne est un fervent partisan de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le lancement de la deuxième phase du programme 3Z and 4U marque une nouvelle étape de soutien, visant à la mise en œuvre cohérente des réformes dans le domaine de l'état de droit, avec un accent particulier sur la réforme judiciaire, les droits fondamentaux et la réforme des forces de l'ordre. L'Allemagne continuera à soutenir l'Ukraine dans le renforcement de l'état de droit et la préparation à l'adhésion à l'Union européenne. Et nous sommes très heureux que l'Union européenne se soit jointe à ces efforts. Lors de la réunion des dirigeants de l'Union européenne, qui se tiendra les 18 et 19 juin à Bruxelles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky prendra la parole. Ceci était mentionné dans la lettre d'invitation au nom du président du Conseil européen. Antonio Costa s'attend à ce qu'au moment de la rencontre, le premier groupe de négociation sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne soit ouvert. Notre rencontre offrira l'occasion d'envoyer un signal fort d'unité et j'attends avec impatience de pouvoir saluer l'ouverture du premier groupe de négociation sur l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'UE, ce qui constitue une étape importante sur leur chemin vers l'Union européenne. Cela mettra fin à une longue impasse dans le processus d'adhésion de ces 2 pays. Antonio Costa, président du Conseil européen, d'après une publication sur le site du Conseil européen, les dirigeants des États du groupe Nord-Baltique des 8 ont exprimé leur soutien à l'ouverture de tous les groupes de négociation pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dès cet été. C'est ce qui est indiqué dans la déclaration finale du sommet. Les dirigeants ont souligné que l'avenir de l'Ukraine et de ses citoyens est lié à l'Union européenne. Ils sont convaincus que l'intégration européenne de Kiev est une garantie importante de sécurité, tant pour l'Ukraine elle-même que pour toute l'Europe. Victoria Chistiukina pour la chaîne Freedom TV. Que pensez-vous de ces événements? Écrivez-moi en commentaire, aimez et restez au courant des dernières nouvelles. À suivre.